téléspectateurs sur la télévision Futur Média à l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres dans un court instant. La Poste en eau trouble. Travailleurs et direction générale se regardent en chien de faïence. Les employés reprochent au directeur général d'avoir commandité l'agression du secrétaire de l'organisation. Ils ont décrété 48 heures de grève pour manifester leur courroux. De son côté, la direction générale nie en bloc ces accusations et menace d'infliger une sanction contre les fauteurs de troubles. Affaire Djibril Ngom, Yewwi Askan Wi veut lancer une pétition et saisir l'hémicycle pour traduire le président Macky Sall devant la Haute Cour de justice. Compte rendu de sa conférence de presse. Journal que nous ouvrons tout de suite avec cette grosse tension à la Poste. Les travailleurs condamnent avec fermeté la violence exercée sur leur secrétaire général Ibrahima Sarr. Ce dernier aurait été tabassé par de gros bras engagés par le directeur général. Ces travailleurs que vous voyez donc sur ces images ont décrété 48 heures de grève, une grève qui prend effet ce jeudi. La direction de son côté réfute ces allégations et prévoit de sanctionner les fauteurs de troubles. Vous aurez la réaction du directeur général de la Poste certainement dans nos prochaines éditions, mais pour l'heure, ce qu'on pouvait vous dire, c'est que Abdoulaye Bibi Baldé minimise. Il affirme qu'il y a toujours eu des détournements à la Poste, mais il tient à rassurer l'opinion publique. S'il est bien établi par la justice qu'il y a eu effectivement des malversations, eh bien, les mises en cause rembourseront jusqu'au dernier centime. Autre tension, bien loin de Dakar, dans le nord, à Matam plus précisément, au centre hospitalier régional de Ourossogui. Les agents de santé, membres du SUTSAS, ont encore remis ça, un énième sit-in pour protester contre la hausse des indemnités du directeur général du centre hospitalier, Ali Bandelnian et El Ajli pour les détails. Ils ont encore remis ça, les agents de santé membres du SUTSAS. Pour la troisième fois consécutive, ces syndicalistes ont boudé les salles de soins et de consultation pour tenir un sitting dans le hall du centre hospitalier régional de Ourossogui. Pour les mêmes revendications, ils sont visiblement décidés à poursuivre le combat. La sous-section CRO de Ourossogui, qui est aujourd'hui dans son troisième plan d'action, qui a été matérialisé par un sitting que nous observons. Ceci est lié à une chose que nous avons déjà dite à la presse et à l'opinion. Il s'agit d'une augmentation unilatérale des primes du directeur en laissant à rade l'ensemble du personnel de l'hôpital. Ce que le SUTSAS a jugé être une inéquité au niveau de la structure et que aussi cette inéquité conduira à vraiment amener l'instabilité au niveau de la structure. Le SUTSAS étant toujours égal à lui-même, s'est dit que s'il doit y avoir une augmentation de primes, qu'elle concerne l'ensemble du personnel de la structure. Voilà la seule question que nous avions posée. Jusqu'à présent, nous attendons de ces autorités une réponse concrète, c'est-à-dire l'augmentation des primes de l'ensemble du personnel, afin que cette équité règne au niveau de la structure. Et nous allons continuer notre mouvement tant que cette équité n'est pas respectée au niveau de notre structure. La deuxième question qui nous a rattrapés au cours de nos sittings est liée à la gestion des fonds Covid.
nous avons constaté, pour le regretter, que les fonds Covid ont eu une gestion qui n'était pas vraiment, comme on peut le dire, catholique. Lié à ce que nous avons découvert, l'utilisation d'une facture qui n'était pas conforme pour vraiment justifier les fonds utilisés dans la restauration des patients Covid. À propos des supposées malversations avec les fonds destinés à la restauration des malades Covid-19, nos recoupements nous précisent qu'ils sont bien logés dans les comptes de l'hôpital. Les mêmes sources de nous révéler également qu'il leur fallait juste des factures nécessaires pour justifier l'usage des mêmes fonds. Et nous restons à Ourossogui où notre reporter s'est également entretenu avec le président du conseil d'administration de l'hôpital de Ourossogui. Et pour ce dernier, le directeur n'a absolument rien à voir avec cette décision du conseil d'administration. Cette décision est juste une manière de réparer une injustice qu'on aurait fait au directeur de l'hôpital en ne le plaçant pas au même niveau salarial que ses collègues qui sont dans les autres hôpitaux. Nous écoutons le PCA de l'hôpital de Ourossogui. Il est interrogé par Ali Bandalian. Vous constaterez, en tout cas au niveau national, c'est les deux hôpitaux où il y a les directeurs les moins payés. Des hôpitaux de niveau 2, même les hôpitaux de niveau 1 sont aujourd'hui à 1,2 million, alors que les deux hôpitaux sont de niveau 2. Les deux directeurs, ils sont vraiment à des salaires très bas, 600 000. Alors, le personnel encore, plutôt la représentante du personnel et même le représentant du CME se sont rendus compte que vraiment il fallait faire quelque chose. Ils ont présenté au conseil une étude qui a été d'ailleurs 2 fois renvoyée pour approfondissement d'éléments d'appréciation. C'est sur la base de ça que le conseil d'administration, en toute souveraineté, a accepté d'allouer au directeur une indemnité de 1 million. Et c'est toujours en deçà même, vraiment de l'indemnité normale. Donc le directeur n'a rien à voir avec ça. Ça me dit que nous ne sommes pas fermés. D'ailleurs, il y a 1 mois ou 2 mois, avant même l'arrivée de ce directeur-là, on a procédé à l'augmentation des indemnités de garde du personnel. 8 milliards de francs CFA, c'est le montant colossal que la Sodefitex réclame à l'État du Sénégal. Les travailleurs de l'entreprise sont montrés au créneau pour réclamer à l'État leur argent, l'argent que l'État doit donc à cette entreprise. Pour l'heure, l'usine de Kolda est fermée, ce qui suscite, il faut le dire, une inquiétude de la part de certains travailleurs qui craignent ainsi pour leur avenir. Moussa Omar Gueye. L'inquiétude plane chez les travailleurs de la Sodefitex. La société de développement des fibres textiles serait confrontée à un marasme économique, ce qui lui a valu la fermeture de l'usine de Kolda. Le syndicat des employés de la Sodefitex interpelle le chef de l'État. On risque de fermer l'usine de Kédougou, on risque de fermer l'usine de Tabacounda, on risque de fermer aussi l'usine de Vélingara, ce qui est inadmissible. Et la Sodefitex achète le kilogramme au coton-culteur à 300 francs. Les 45 francs devant être supportés par l'État sous forme de subvention. Malheureusement, nous disons malheureusement, pendant plusieurs années, l'État du Sénégal n'a pas respecté du tout ses engagements. Et c'est la Sodefitex jusque-là qui assurait le préfinancement de cette subvention qui s'élève aujourd'hui à 8 milliards. À l'heure actuelle, on procède à la compression des emplois. D'ailleurs, on a fermé l'usine de Kolda. Et ça risque de se répertorier sur l'ensemble des établissements de la Sodefitex. Le sitting suivi d'un dépôt de mémorandum n'est que le début d'un plan d'action pour la sauvegarde des intérêts des agents de la Sodefitex. Retour à Dakar et direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en proie à une certaine violence ces derniers jours. Les actes de violence, mais aussi la réaction musclée des forces de l'ordre ont mis sur la place publique le débat sur le respect des franchises universitaires, souvent invoquées, rarement lues. Les textes qui régissent justement les franchises universitaires font l'objet de diverses interprétations. Une situation qui met en péril ces franchises selon le professeur Boubacar Diop. Il suggère d'apporter des modifications au texte pour éviter à l'avenir ce genre de forfaiture. Il s'est entretenu avec Abid Faye, reportage.
De violents affrontements ont opposé ces derniers jours les étudiants des universités Cheikh Anta Diop de Dakar, Alioune Diop de Bambey, Gaston Berger de Saint-Louis aux forces de l'ordre. La goutte d'eau de trop cette fois-ci pour les étudiants grévistes, la présence des éléments du GMI dans le campus pédagogique. Une situation qui met en péril les franchises universitaires selon le professeur Boubacar Diop. C'est que les franchises universitaires, les libertés académiques, il faut les respecter. Non seulement dans les universités publiques, mais même dans les institutions religieuses ou dans des institutions privées. La loi 94 sur les assises universitaires est claire sur la question. Toutefois, il faut apporter des modifications aux yeux de l'ancien médiateur de l'UCAD. La version qu'on a aujourd'hui au Sénégal est une version qui a encore des insuffisances, puisque la prise en compte du campus social n'est pas effective. Et il faut améliorer. Pour ce faire, il préconise des solutions. Dans des franchises universitaires, les gens doivent réfléchir sur comment régler les problèmes, comment éviter que nous soyons dans des dispositions de pouvoir parler de franchises universitaires ou pas. Il faut s'asseoir, réfléchir d'ailleurs au changement qu'il y a au niveau de la carte universitaire. Je pense qu'il faut continuer, à interdire l'usage des grenades lacrymogènes dans les universités et interdire aussi l'usage des pierres que des étudiants jettent sur des forces de l'ordre. La tension était vive depuis l'histoire de l'intoxication de plusieurs étudiants qui auraient occasionné, selon certains, la mort de leur camarade Badara Ndiaye. Même si l'autopsie écarte cette thèse, les étudiants de Bambey, eux, continuent toujours de réclamer la lumière sur la mort de leur camarade. Retour sur le drame qui s'est produit hier au niveau du CEM de Ouakam. Bakary Baldé, âgé de 15 ans, s'est effondré en plein cours d'éducation physique, ce qui remet au goût du jour la question de la visite médicale. Cette visite, vous le savez, consiste à faire le point sur la santé physique, mais aussi le bien-être de l'enfant avec des professionnels de la santé. Mais constat, ces tests d'aptitude physique se font de plus en plus rares dans les établissements de nos jours. Aujourd'hui, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, eh bien, les professionnels de l'enseignement préconisent l'obligation du contrôle médical dans les écoles. Fatou Bintou Conté. C'est avec consternation et tristesse que l'inspectrice d'académie de Dakar parle de la mort de l'élève Bakary Baldé décédé lors d'un cours d'éducation physique et sportive. On est confronté à des décès d'élèves en plein cours ou bien aussitôt après le cours d'éducation physique. Je pense qu'il est temps quand même qu'on s'arrête pour voir un peu quelles en sont les causes. Des décès d'élèves après les épreuves de PS sont courants depuis quelque temps. Et ce qu'on peut dire dans ces situations, c'est d'attirer l'attention aussi bien des enseignants d'éducation physique que nous sommes, l'attention également des parents, mais aussi de l'administration qui a en charge l'ensemble des élèves. Trouvé en train d'évaluer ses potaches en classe de terminale, M. Ngom estime que ces derniers devraient, dès le début de l'année, procéder à une visite médicale d'aptitude avant de commencer un cours de PS. Mais je pense qu'il faudrait vraiment revenir sur cette mesure, que les préalables soient respectés, que les préalables soient faits au niveau de la visite médicale, parce qu'il s'agit maintenant d'une... Demander à ce que désormais que les visites médicales puissent se faire avant le démarrage de nos cours d'éducation physique, autant pour la sécurité des élèves que pour la sécurité aussi des enseignants d'éducation physique que nous représentons. Ce qui ne se fait jamais. Il nous arrive même des fois de dire qu'on ne va pas faire cours tant que tous les élèves n'auront pas fait la visite médicale. Mais on se rend compte que si on doit attendre effectivement que tous les élèves fassent la visite médicale, le démarrage des cours d'éducation physique risque d'être tardif. Actuellement, une réflexion est en train d'être menée pour mettre sur pied un cadre pour permettre à tous les élèves, dès la classe de 6e, de faire une visite médicale. L'éducation nationale est en train de travailler là-dessus. C'est de mener, une large réflexion avec le ministère de la Santé, de l'Action sociale, le ministère des Sports. Ils sont en train de mettre en place un cadre pour réfléchir
autour de cette question de la prise en charge de la visite médicale pour l'ensemble des élèves. À la une de l'actualité politique, l'affaire Djibril Ngom, une pilule que la coalition Yewwi Askan Wi n'arrive toujours pas à avaler. Ses membres projettent de lancer une pétition, de saisir l'Assemblée nationale pour traduire le président Macky Sall devant la Haute Cour de justice. Et ce n'est pas tout, puisqu'il prévoit également d'envoyer une correspondance à l'Union africaine. Yewwi Askan Wi était en conférence de presse. Le résumé, c'est avec Memouna Ndiaye. Ils se sont retrouvés autour d'une table pour donner suite à l'affaire du détournement de mandataires à Matam. La coalition Yewwi Askan Wi informe l'opinion d'une plainte contre ce qu'elle appelle crime contre la démocratie. On a tenu à aller jusqu'au bout avec nos avocats et j'ai ici la plainte qui a été déposée hier. Il n'est pas question que des Sénégalais qui n'ont pas compris les enjeux du moment, aussi bien au niveau de la sous-région, au niveau de la région et au niveau du monde, que des Sénégalais comme ça, qui ne sont pas aujourd'hui des exemples comme Djibril Ngom, il est hors de question de les laisser poursuivre leur forfait. Mieux, une pétition citoyenne est lancée par ses leaders de l'opposition. Il y aura une version papier qui sera distribuée à tous les jeunes, toutes les femmes de la coalition qui se chargeront de faire signer les Sénégalais qui voudront signer. Et ensuite, il y a une version électronique qui est déjà mise en ligne. Concernant le rétablissement du poste de Premier ministre, ces membres de Yewwi Askan Wi estiment que c'est un faux débat. Nous disons qu'il n'a qu'à respecter et faire respecter la Constitution et les lois de ce pays. C'est tout ce que les gens exigent. Tout le reste ne nous intéresse pas. Tout le reste n'intéresse que Macky Sall et son groupe. Yewwi Askan Wi s'est également prononcé sur la situation du pays, les manifestations des étudiants, le coût élevé du loyer, entre autres. Le combat des étudiants est légitime. Je trouve normal qu'ils exigent une alimentation saine. Où est le problème? Notre coalition soutient les étudiants. Solidaire de ce combat. La plus grande coalition de l'opposition avertit qu'elle ne compte pas reculer. Elle va poursuivre son agenda. Ses membres donnent à la marche de frappe et de Y'en a marre prévue ce vendredi 17 décembre. La gestion, mais aussi la répartition des ressources issues du pétrole et du gaz doivent être l'affaire de tous. C'est la conviction de la société civile qui prône une démarche inclusive avec toutes les parties prenantes. Et ça s'annonce bien puisque le COS Pétrogaz prévoit justement le 21 décembre prochain une séance spéciale, une session spéciale pour discuter de tout cela. L'opposition et la société civile seront présentes à la Sanba. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. C'est la constitution sénégalaise qui le dit. Concernant la répartition des ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz, un projet de loi est envisagé. La société civile veut l'inclusion de toutes les parties prenantes et des impactés. Des personnes qui seront impactées par l'exploitation de ces ressources-là. Je pense à la communauté des pêcheurs et à tous ceux qui gravitent autour de la pêche, c'est-à-dire les activités connexes. Et c'est les ressources qui doivent surtout servir au développement du Sénégal et vraiment pour prendre en chose et impacter le vécu quotidien de chaque Sénégalais. Et donc que ce ne soit pas pour des dépenses de fonctionnement ou de prestige. Moundiaï Sissé est convaincu qu'en posant cet acte, le Sénégal tire des leçons des expériences des autres pays. Autre élément, dans la répartition, il faut penser aux générations futures. Au-delà du fait que ça doit impacter sur le vécu des Sénégalais de la génération actuelle, mais on doit aussi penser aux générations futures. Je crois que si on le fait comme ça et que chaque partie prenante, que ce soit opposition, pouvoir, société civile, secteur privé, si on parvient à avoir un code, une loi consensuelle sur la question, je crois que ça peut préserver le Sénégal de conflits futurs, comme c'est le cas dans d'autres pays. Le 21 décembre, au CICAD, va se tenir une session spéciale du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Une rencontre consacrée au projet de loi et élargie aux représentants de l'opposition et de la société civile.
Et nous restons dans le domaine pour parler de la recapitalisation de la SAR, à peine annoncée. Voilà que la société africaine de raffinage et Locafrique déterre la hache de guerre. Selon Seydou Diagne, maître Seydou Diagne, avocat de Locafrique, eh bien, la SAR n'a besoin que de 60 milliards pour effectuer cette recapitalisation, mais elle l'a fixée à la somme colossale de 420 milliards. Et pour l'avocat, même si la société est prête à signer la résolution, elle dénonce une gabégie de la part de la direction de la SAR. Reportage signé Thiorom Ndiaye. Une recapitalisation à polémique. Elle est fixée à 420 milliards de francs CFA par la Société africaine de raffinage, qui pourtant n'a besoin que de 60 milliards de francs CFA, selon les avocats de Locafrique, qui détient 34% des actions. Et le litige, c'est qu'ils veulent faire l'augmentation de capital en demandant aux actionnaires de sortir à peu près 40 milliards pour l'État, 35-40 milliards pour l'État et 26 milliards pour Locafrique tout de suite, et pour par la suite aller faire un emprunt de 420 milliards. Non seulement ils vont étouffer les actionnaires, mais ensuite, dans l'État du Sénégal, ceux qui ont géré la SAR cette année, l'année dernière, ont déclaré des pertes de 53 milliards. Ça, c'est déjà un problème. Une situation qui risque de provoquer d'autres départs chez les actionnaires de cette société créée depuis 60 ans. La société Total a dit que si vous persistez et que vous faites votre augmentation de capital, nous, on se retire de la société. D'accord. Ils quittent la société alors que c'est une société qui est la plus expérimentée dans le domaine, qui était très important qu'elle reste dans le capital et qui a même aujourd'hui au Sénégal avec Sangomar et autres des blocs pétroliers. Donc on ne peut pas trouver meilleur actionnaire que Total. Eh bien, les Total et les Français quittent. Toutefois, Locafrique est prête à signer la résolution, mais tenait quand même à tirer la sonnette d'alarme. Si malgré tout ce que nous disons, l'État, par ses plus hautes autorités, insiste pour dire qu'on fait quand même l'augmentation de capital, on persiste dans la gabegie financière, nous allons nous ranger parce que nous allons voter. On ne doit pas défier l'État ou le président de la République pour des questions comme ça. Nous sommes engagés devant un tribunal de procéder au vote de la résolution, mais notre devoir, c'était d'alerter. Pour Maître Seydou Diagne, cette affaire doit être tirée au clair. La direction de la Société africaine de raffinage, elle, préfère ne pas se prononcer sur cette situation qui défraie la chronique. Comme vous venez de l'entendre avec notre journaliste, toutes nos tentatives de rentrer en contact avec la SAR pour recueillir sa version des faits sont restées vaines. Parlons à présent de la 7e session du COPIL. Le COPIL, c'est le comité de pilotage unique des programmes nationaux. L'occasion pour cette instance d'accélérer la cadence dans la mise en œuvre de politiques publiques. Parmi ces politiques, on peut d'ailleurs citer la modernisation des villes, un programme qui, à l'instar d'autres projets du gouvernement sénégalais, a accusé beaucoup de retard dans son exécution, notamment à cause de la Covid. Pour y remédier, les membres du COPIL se sont penchés sur les niveaux d'exécution des plans de travail et budget annuels et nous écoutons à cet effet le ministre du Développement communautaire, Samba Benka, qui a pris part à cette séance de travail du COPIL. Il est avec Marcel Farba Maroun. Comme on dit, le Sénégalais est rustique, il s'adapte très bien par rapport aux circonstances du moment. C'est pour cette raison également, lors de cette pandémie, on s'est dit on ne peut pas se permettre de croiser les bras. Il faudrait quand même que les choses tournent. Et dans ce sens, nous avons adopté la tenue de ces différentes sessions par visio et franchement les résultats étaient au rendez-vous. Certains membres du COPIL ont évoqué quand même la nécessité de renforcer la synergie entre les différents programmes et les services techniques au niveau départemental et au niveau régional. Par rapport à cela aussi, je voudrais juste les rassurer parce que nous avons commencé à ce niveau, surtout en ce qui concerne les programmes d'équité sociale. À ce niveau, je pense bien actuellement, auparavant, c'est les opérateurs sociaux qui s'occupaient de tout ce qui était activité locale au niveau
du programme national de bourse de sécurité familiale, du projet des filets sociaux. Aujourd'hui, je peux dire que c'est les services techniques du ministère du Développement communautaire qui ont quand même pris en charge ce volet important. Allez, nous quittons de nouveau la capitale pour le sud, plus précisément la Casamance. Sur place, les moyens sécuritaires déployés par l'État du Sénégal permettent petit à petit aux populations qui avaient fui leur village, à cause de la guerre, justement, de regagner leur terroir. Seul bémol pour ces populations, une fois de retour au bercail, il arrive souvent qu'elles soient à nouveau victimes de conflits internes et des conflits qui pourraient à terme générer de nouvelles formes de violence. Pour y mettre fin, l'Agence nationale pour la relance des activités en Casamance, l'ANRAC, fait dans la sensibilisation. Elle vient d'organiser un atelier présidé par le préfet de Ziguinchor et les détails, c'est avec le DG de l'ANRAC, Ansou Sané. Il est au micro de Boubacar Diassi. Nous avons constaté que depuis quelque temps, dans beaucoup de zones où on a noté ce retour des populations, il existe des conflits qui, si on y prend garde, peuvent être de nature à saper la paix sociale ainsi que le climat social qui règne au sein de ces communautés. Et ces conflits sont souvent engendrés par des problèmes de gestion ou d'exploitation des ressources naturelles, des problèmes de délimitation géographique, des problèmes d'ordre foncier tout simplement. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui, après avoir constaté cette dynamique et après avoir mesuré les conséquences qu'elle peut engendrer, nous avons décidé de convoquer cet atelier pour réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de retour des populations sur la base, afin qu'on puisse discuter sur des mécanismes d'anticipation de ces conflits et là où ils sont nés, voir quel plan d'action adopter pour essayer d'y remédier et contribuer ainsi à pacifier la paix sociale et à favoriser un bon climat social au niveau des zones de retour. Parlons à présent de gastronomie. D'ailleurs, si vous êtes à table, bon appétit. Vous le savez, le Tchéboudian, notre Tchéboudian national, est inscrit depuis hier dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un moment historique pour les Saint-Louisiens. Dans la ville tricentenaire, les femmes se réjouissent de cette décision. Elles ont donné d'ailleurs quelques astuces sur le plat national. Voyons tout cela ou goûtons tout cela avec Ousseynou Diop. Le Tchéboudian fait désormais partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ces femmes originaires de Gendar apprécient positivement cette décision qui était très attendue. En réalité, pour trouver du bon Tchéboudian, il faut impérativement venir ici à Gendar. Ce plat tire ses origines dans ce quartier. Le Tchéboudian trouve son origine dans la ville de Mamkoumbabang, plus précisément à Gendar. Ici, les femmes ont leurs propres astuces. Quand vous goûtez le riz au poisson de Gendar, vous vous rendez compte que vous avez réellement mangé du bon tchèp. C'est un don. En plus, nous misons beaucoup sur la qualité du poisson, des légumes et aussi du poisson séché. Nous avons retrouvé Ramatoulaye Gagne dans sa maison à Gendar. Elle nous raconte comment les anciennes préparaient le riz au poisson. Avant, on cuisinait naturellement. Moi, jusqu'à présent, je cuisine sans mettre de bouillon. Ça ne fait qu'altérer le goût du riz. Il faut juste bien choisir ses légumes et poissons. La façon dont on prépare le Tchéboudian doit être aujourd'hui le combat des acteurs. Selon Ramatoulaye Gagne, les éléments de notre plat national doivent être reconnus par la nouvelle génération. La nouvelle génération a presque dénaturé la cuisine du riz au poisson. Il y en a qui ajoutent jusqu'à 7 types de bouillon dans leur marmite. Ça ne rend pas agréable la nourriture. Et puis ça rend malade. Saint-Louis du Sénégal, centre d'élégance et du bon goût, entre dans l'histoire. Son Tchéboudian Pendambaï fait partie aujourd'hui du patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais pour les acteurs, les étapes de la préparation et les condiments qui le composent doivent être aujourd'hui enseignés à la nouvelle génération.
En tout cas, ça donne envie. Littérature à présent, avec votre rubrique hebdomadaire littéraire Les Bonnes Feuilles de la rédaction, on s'intéresse aujourd'hui au livre de Amadou Tidiane Cissé intitulé Terrorisme, la fin des frontières, un nouvel ouvrage au cœur des complexités du phénomène terroriste dans le Sahel. L'inspecteur principal des douanes, Amadou Tidiane Cissé, nous plonge ainsi dans l'univers des groupes qui remettent en cause la viabilité de certains États et les bonnes feuilles de la rédaction, c'est des notes de lecture toujours signées Boudiouf. Il est inspecteur principal des douanes. Amadou Tidiane Cissé s'intéresse à la problématique du terrorisme. Dans son ouvrage, l'auteur donne des pistes de réflexion sur la transnationalité du terrorisme au Sahel. Les conflits terroristes se propagent sur toute l'étendue de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui explique le caractère transnational de ces conflits asymétriques. Et vous savez que ces conflits se sont aussi étendus vers les pays côtiers. Dans son livre « Le terrorisme, la fin des frontières » pour exposer les nouveaux enjeux de la coopération douanière en matière de sécurité au Sahel. Ces conflits-là ont la particularité d'effacer tout ce qui est frontières héritées de la colonisation. J'ai donc essayé de montrer, de m'interroger à travers cet ouvrage sur la dimension transfrontalière de ce type de conflit. Les récentes dynamiques sécuritaires sont prises en compte dans cet ouvrage et Amadou Tidiane Cissé précise que les pays peuvent devenir soit des terrains d'opération ou des zones de repli. Donc l'objectif, en tout cas, c'était de mettre en évidence dans cet ouvrage-là le rôle pionnier que l'administration des douanes a joué en matière de sécurité. Parce que beaucoup ne le savent pas. Mais depuis 2011, depuis les attentats de 2001, l'administration des douanes s'est positionnée sur les questions relevant de la sécurité. Et ce n'est pas connu. Dans son livre, l'auteur précise que les douanes sont en première ligne dans la lutte contre la fraude, le terrorisme et les crimes organisés, coopérant ainsi avec les différents services. Comme vous le savez, tous les groupes qui sont en activité dans le Sahel sont ou affiliés à l'État islamique ou à Al-Qaïda, qui sont deux multinationales du terrorisme, et les cahiers de charges de ces deux entités diffèrent. Amadou Tidiane Cissé précise qu'en refermant cet ouvrage, il devient évident pour les acteurs et observateurs que les défis posés par le terrorisme requièrent une sérieuse mutualisation des efforts. Allez, du sport avant la fin de cette édition. 100 jours après son installation au poste de secrétaire général de la Conféges, Louisette René Toby dévoile les nouvelles orientations de l'organisation. Elles vont du développement de l'éducation physique sportive à la mise en place de sport-études dans les pays membres en mettant un accent sur les disciplines de basketball féminin, du judo, mais aussi de l'athlétisme. Nous écoutons Louisette René Toby. Elle est interrogée par Chersadi Boudjara et Amadouba. Avec l'UNESCO, nous avons un partenariat que nous accompagnons grâce à l'EPS à l'école sur une éducation de qualité à l'horizon 2030. Donc dans le même esprit, nous avons deux nouveaux projets qui j'espère vont bénéficier de financements considérables pour que nous puissions le mettre en place. Il concerne la jeune fille. Avec FIBA Afrique, nous souhaitons dans une quinzaine d'États et gouvernements membres accompagner le basketball féminin des 10-12 ans. Ça veut dire quoi? Donc nous le faisons avec FIBA Afrique. Et au niveau du judo, de la lutte et de l'athlétisme, parce que l'EPS se pratique à l'école primaire au secondaire, nous avons aussi imaginé, pour remplacer un ancien programme qui a plus de 30 ans, nous allons innover avec la mise sur pied du projet de la double carrière. Ce sont les disciplines qui ont rapporté le plus de médailles à l'Afrique francophone. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous retrouverez Binta Diallo, Ndeye Fatou Niang dans la deuxième partie de Soir d'Info. Elles reçoivent ce soir Ousmane Thiaré, recteur de l'Université Gaston Berger. Elles sont déjà là d'ailleurs de l'autre côté du plateau. Bonsoir mesdames.